Ma sœur a couché avec mon fiancé, et maman a caché la vérité. C'est juste arrivé, a-t-elle sangloté alors que j'écrasais ses roses primées. Quand je les ai dénoncés en ligne, la mère de Sterling m'a appelé, elle est enceinte de son bébé. Bonjour à tous. Avant de commencer mon histoire, j'aimerais savoir de quelle ville vous nous rejoignez. N'hésitez pas à le partager dans les commentaires. Je m'appelle Audra, et je vais vous raconter comment ma vie parfaite, la vie que j'ai mis plus d'une décennie à construire, a été systématiquement démantelée et réduite en cendres par les deux personnes en qui j'avais le plus confiance au monde, ma sœur et l'homme que j'allais épouser. Vous savez, c'est étrange de regarder en arrière une vie qui n'existe plus. C'est comme regarder un film sur quelqu'un d'autre. Un film vraiment doux, un peu prévisible mais heureux. Le soleil brille toujours dans ce film. Et les personnages principaux étaient moi, ma sœur aînée Karen, et mon fiancé Sterling. Nous étions l'image parfaite du bonheur. Karen et moi, nous n'étions pas seulement des sœurs. Elle n'a qu'un an de plus que moi, donc nous avons grandi l'une dans les poches de l'autre. Nous étions une unité. Nous avons partagé une chambre avec du papier peint à fleurs qui s'écaillait jusqu'à mes 16 ans, et nos nuits étaient remplies de secrets murmurés, de rêves et de peurs. Nos visages illuminés par une seule lampe de poche sous une tente de couverture. C'est elle qui m'a appris à mettre du mascara sans me piquer l'œil. C'est moi qui l'ai aidé à réviser pour son examen de conduite. Quand j'ai eu le cœur brisé pour la première fois à 17 ans par un garçon qui savait à peine que j'existais, c'est elle qui est restée assise avec moi toute la nuit, me laissant pleurer dans un bol de glace fondue, me disant que c'était un idiot qui ne me méritait pas. Elle était ma constante, mon point de repère. Alors, quand Sterling m'a demandé en mariage, elle a été la première personne que j'ai appelée, hurlant dans le téléphone avant même qu'il ait fini de mettre la bague à mon doigt. Bien sûr, elle était ma demoiselle d'honneur. La question était si absurde qu'elle ne s'est même jamais posée. Le rôle lui revenait de droit. Je me souviens du jour où nous sommes allés chercher ma robe de mariée comme si c'était hier. Le souvenir est si net, si vibrant. C'est comme un éclat de verre dans mon esprit. Nous sommes allés dans une boutique chic du centre-ville, le genre avec du champagne et des tapis blancs. Je me sentais comme une petite fille qui joue à se déguiser. J'ai essayé peut-être une douzaine de robes. Une grosse robe bouffante qui me faisait ressembler à un cupcake. Une robe en satin moulante qui révélait chaque bosse et chaque rondeur. Je commençais à me décourager. La magie du moment se transformant en frustration. Je ne sais pas, reine, dis-je en soupirant depuis la cabine d'essayage. Peut-être que je ne suis tout simplement pas du genre à me marier. N'importe quoi. Sa voix traversa la porte. Laisse-moi regarder. Elle revint quelques minutes plus tard en tenant une robe. Elle était simple, élégante, faite d'un tissu de crêpe doux qui tombait magnifiquement. Elle avait des manches en dentelle délicate et une rangée de minuscules boutons de perles dans le dos. « Et c'est celle-ci, Audra, dit-elle, ses yeux brillant d'une certitude qui m'a apaisé. C'est tout à fait toi. Et elle avait raison. Quand je suis sorti et que je me suis tenu sur le petit piédestal devant le miroir à 3 faces, la boutique bruyante a semblé se taire. Elle était parfaite. C'était moi. Des larmes ont monté à mes yeux, et quand j'ai regardé son reflet dans le miroir, elle pleurait aussi. Elle est venue derrière moi et a commencé à boutonner les minuscules boutons difficiles. Ses doigts étaient stables. « Tu vas être la plus belle mariée du monde, petite sœur », a-t-elle murmuré, sa voix épaisse d'émotion. Nous nous sommes serrés dans les bras, un câlin féroce et serré, là, au milieu de toute cette soie blanche et de ce tulle. C'était un moment parfait, un parfait mensonge empoisonné. Et puis il y avait Sterling. Mon Sterling. Nous étions un cliché, les amours de lycée qui avaient réellement réussi. Nous nous sommes rencontrés en cours de chimie en seconde. C'était le garçon calme et réfléchi aux yeux gentils qui était assis derrière moi et qui avait toujours un crayon supplémentaire quand j'oubliais le mien. Notre premier rendez-vous était dans un cinéma bon marché, et j'étais si nerveuse que j'ai renversé tout mon soda sur ses genoux. Il l'a simplement pris à la rigolade. C'était Sterling, calme, stable et gentil. Nous avons été ensemble pendant 12 ans, toute une vie. Nous avons grandi ensemble. Nous avons navigué dans la maladresse de l'université, le stress des premiers emplois, la confusion du début de nos 20 ans. Quand ma grand-mère est décédée, j'étais anéanti. Sterling s'est occupé de tout. Il a répondu aux appels des proches, s'est assuré que je mangeais, et s'est juste assis avec moi en silence quand je ne pouvais pas parler. Il était mon foyer.
Il connaissait chaque partie de moi, la bonne, la mauvaise, la compliquée. Il savait que je détestais la coriandre, que je pleurais toujours pendant les publicités pour les appels longue distance, et que mon rêve secret était d'avoir un jour une petite maison avec un grand porche qui en fait le tour et un jardin plein de pivoines. Son amour était comme une couverture chaude et sûre. Sa demande en mariage n'a pas été un grand spectacle public. Ce n'était pas son style. C'était parfaitement, intimement nous. Nous étions lors de notre voyage de camping annuel dans les montagnes, une tradition que nous avions commencée à l'université. Nous étions assis près du feu, les étincelles dansant vers un ciel si plein d'étoiles qu'il en coupait le souffle. Il venait de me tendre une guimauve parfaitement grillée quand il a pris un air sérieux. Il a juste commencé à parler de notre vie, de notre histoire commune, de notre avenir. Il a dit qu'il ne pouvait pas imaginer un seul jour sans moi à ses côtés. Et puis il s'est mis à genoux dans la terre et les aiguilles de pin et a sorti une bague simple et magnifique. C'était le plus facile que j'ai jamais dit. Notre mariage était dans seulement 3 mois. Les faire-part avec une photo ridicule de nous de ce voyage de camping était sur les réfrigérateurs de tout le pays. Le lieu était réservé. Le traiteur était choisi. J'avais 30 ans, sur le point d'épouser l'amour de ma vie avec ma sœur, ma meilleure amie, juste à côté de moi. Ma vie était un puzzle parfait et heureux, et la dernière pièce était sur le point de s'emboîter. Je n'avais absolument aucune idée que l'image sur la boîte était un mensonge, et que les fondations sur lesquelles tout était construit n'étaient que du sable. Le premier signe que quelque chose n'allait vraiment, fondamentalement pas, n'a pas été un coup de tonnerre. C'était un changement subtil dans l'atmosphère, une tension silencieuse que l'on ressent avant de pouvoir la nommer. C'était dans la façon dont mon père, mon roc, a commencé à me regarder, ou plus précisément, la façon dont il a cessé de pouvoir me regarder tout court. Pendant quelques semaines avant le jour où mon monde a implosé, mon père était l'ombre de lui-même. Mon père est un homme au plaisir simple. Ce n'est pas un grand parleur, mais sa présence a toujours été une ancre stable et rassurante dans ma vie. C'est lui qui m'a appris à changer un pneu, à tenir un chéquier. Il est discrètement fier, farouchement loyal. Notre routine de dîner du dimanche chez mes parents était une pierre angulaire de ma semaine. C'était le chaos prévisible et réconfortant de la famille. Ma mère s'affairait dans la cuisine, faisant cliqueter les casseroles et les poêles, tandis que mon père était dans son fauteuil en cuir usé à regarder le golf ou un match de football, un sourire tranquille sur le visage en regardant sa famille. Mais pendant les derniers dimanches de mon ancienne vie, ce réconfort avait disparu. Mon père était là physiquement, mais il était à des millions de kilomètres. Il s'asseyait dans son fauteuil, les yeux fixés sur la télévision, mais ils étaient vitreux, sans expression. Il ne regardait pas le match. Il regardait à travers. Quand je lui posais une question, ses réponses étaient courtes, monosyllabiques. Il ne croisait pas mon regard. Il grognait une réponse et retournait son attention vers l'écran. Le silence facile et confortable que nous partagions autrefois était maintenant rempli d'une tension lourde et statique. J'ai essayé de rationaliser. Peut-être qu'il avait des problèmes au travail, qu'il s'inquiétait pour un gros projet. Peut-être qu'il ne se sentait pas bien et qu'il était trop têtu pour l'admettre. J'ai pris ma mère à part dans la cuisine un après-midi alors que nous faisions la vaisselle. « Papa va bien ?» ai-je demandé, en gardant la voix basse. Il a l'air distant. Elle n'a pas arrêté de sécher l'assiette dans ses mains. Elle a juste haussé les épaules, un geste un peu trop désinvolte. « Oh, tu connais ton père ?» dit-elle sans me regarder. Il a ses humeurs. Il s'inquiète probablement pour ses actions ou quelque chose comme ça. Ne t'en fais pas, mais sa voix avait une qualité étrange et cassante. Je savais qu'elle mentait et cela m'a fait plus peur que le silence de mon père. Le point de rupture est arrivé un samedi. C'était une journée d'automne fraîche et claire. J'étais passé chez mes parents pour déposer un nouveau livre de son auteur préféré que je lui avais acheté. La voiture de ma mère était partie, donc je savais qu'il était seul. Je l'ai trouvé dans le garage en train de nettoyer méthodiquement une tondeuse à gazon qui était déjà impeccable. L'air sentait l'essence et l'herbe coupée. « Salut, papa » dis-je en forçant un ton joyeux. Je t'ai apporté le nouveau roman de John Grisham. Il prit le livre de ma main tendue, ses doigts effleurant les miens. Il a marmonné un « merci, ma chérie », mais ses yeux sont restés fixés sur le moteur de la tondeuse. Un silence gênant et douloureux s'est étiré entre nous. Je suis resté là, déplaçant mon poids d'un pied sur l'autre, me sentant comme une étrangère dans ma propre maison d'enfance. Finalement, le simulacre était trop difficile à supporter.
Papa, qu'est-ce qui se passe, ai-je demandé, ma voix à peine un murmure. Tu as été si silencieux ces derniers temps. Ce n'est pas ton genre. Est-ce que tout va bien? Ai-je fait quelque chose? Es-tu en colère contre moi? Il a arrêté ce qu'il faisait, posant soigneusement une clé sur son établi. Il s'est tourné pour me faire face et le regard dans ses yeux m'a coupé le souffle. C'était une agonie pure. Son visage était une carte routière de misère et de honte. On aurait dit qu'il n'avait pas dormi depuis des semaines. Audra, commença-t-il, sa voix se brisant sur mon nom. Il a dû s'arrêter et s'éclaircir la gorge. Un son rauque et grattant. Il y a quelque chose que je dois te dire. Quelque chose que tu dois savoir. Mon cœur se mit à battre contre mes côtes, un rythme frénétique et paniqué. Qu'est-ce que c'est? Papa, tu me fais une peur bleue. Il ne pouvait pas me regarder. Son regard tomba sur une tache d'huile sombre sur le sol en béton comme si elle contenait les mots qu'il ne pouvait pas trouver. C'est à propos de Karen, dit-il, la voix basse. Et de Sterling. Il a prononcé leurs noms ensemble, et une terreur glaciale m'a envahi. Mon esprit s'est brouillé, essayant de donner un sens à tout cela. Un accident? Était-il malade? Rien, absolument rien, n'aurait pu me préparer à la vérité. Il prit une profonde inspiration frissonnante, le genre que l'on prend avant de plonger dans l'eau glacée. Ta mère, elle l'a découvert il y a un moment. Karen lui a avoué, et elle a fait promettre à ta mère de ne pas dire un mot. Il a finalement levé la tête et ses yeux, les yeux stables et forts de mon père, étaient remplis de larmes qui ont débordé et coulé sur ses joues burinées. Je ne peux pas le faire, Audra. Je ne peux pas vivre avec ce mensonge. Je ne peux pas rester là et te regarder marcher jusqu'à l'hôtel en sachant ce que je sais. Quel mensonge, papa? Ai-je chuchoté, ma voix tremblant si fort que je pouvais à peine former les mots. De quoi parles-tu? Et puis il a dit les quelques mots qui ont démoli les fondations de mon monde avec une masse. Ils ont couché ensemble, ma chérie. Karen et Sterling, ta sœur couche avec ton fiancé. Pendant un long moment silencieux, le monde a simplement cessé de tourner. Les mots de mon père flottaient dans l'air du garage poussiéreux, incompréhensibles. C'était comme s'il s'était soudainement mis à parler une langue étrangère. Karen. Sterling. Ensemble. Les concepts refusaient de se connecter dans mon cerveau. C'était une impossibilité logique, une déchirure dans le tissu de ma réalité. Mon esprit, dans un acte désespéré d'autopréservation, l'a rejeté. Non, dis-je, le mot sortant comme un murmure étranglé. J'ai secoué la tête, un petit mouvement saccadé. Non, ce n'est pas drôle, papa. C'est une blague horrible et malade. Je voudrais que ce soit une blague, Audra, dit-il, sa propre voix épaisse d'une misère qui reflétait la mienne. Je suis tellement désolé. Et la façon dont il l'a dit, la certitude absolue et écrasante dans sa voix, a été ce qui a finalement brisé mon déni. L'engourdissement s'est brisé comme du verre. Et ce qui s'est engouffré pour combler le vide était une rage si pure, si élémentaire, que j'ai eu l'impression qu'elle allait m'incinérer de l'intérieur. C'était une sensation physique, une bouffée de chaleur qui me montait dans le cou, mes mains se crispant en poing à mes côtés. Je n'ai pas pleuré. Je ne lui ai pas crié dessus. J'ai juste tourné les talons, d'un seul mouvement sec, et je suis sorti du garage. Je suis monté dans ma voiture. Je ne me souviens pas du trajet pour rentrer. C'est un tronçon de route de 8 km que j'ai parcouru 1000 fois, mais c'est un blanc complet et total dans ma mémoire. Mes mains devaient être sur le volant, mon pied sur l'accélérateur, mais mon esprit était une tempête incandescente de trahison. Tout ce que je pouvais voir, c'était leur visage, clignotant dans mon esprit comme une bobine de film cassé. Karen, ses yeux pétillants alors qu'elle tenait ma robe de mariée. Sterling, son sourire chaleureux alors qu'il portait un toast à notre avenir près du feu de camp. Mensonge. Chaque souvenir, chaque rire partagé, chaque regard aimant était maintenant empoisonné, tordu en quelque chose de laid et de monstrueux. J'ai garé la voiture brutalement devant la petite maison bleue que nous avions achetée ensemble. Notre maison. J'en suis sorti en titubant et j'ai remonté l'allée, sans même chercher ma clé. J'ai juste commencé à marteler la porte en chêne massif avec mon poing, le bruit sourd et répété faisant écho au rythme frénétique de mon propre cœur. Sterling a ouvert la porte, un sourire surpris et heureux sur son visage. Il tenait une spatule. Il était en train de préparer le dîner.
La simple normalité domestique de la scène était une gifle. Salut chérie, tu es rentré tôt. Qu'est-ce qui? Le sourire mourut sur ses lèvres alors qu'il voyait mon expression. Mon visage devait être un masque terrifiant de fureur. Sors d'ici, dis-je. Ma voix était étrangement calme, dangereusement basse. Quoi? Audra, qu'est-ce qui ne va pas? On dirait que tu as vu un fantôme. J'ai dit, sors d'ici. Je l'ai bousculé, mon épaule heurtant durement la sienne en entrant dans la maison. L'odeur d'ail et d'oignon flottait dans l'air. Je suis entré dans notre salon, celui que nous avions passé tout un week-end à peindre d'un vert sauge doux, et j'ai attrapé le panier en osier qui contenait tous ses jeux vidéo et ses manettes. Je suis retourné à la porte d'entrée et je l'ai jeté sur la pelouse parfaitement entretenue. Le panier a roulé, éparpillant des boîtiers en plastique et des cordons emmêlés sur l'herbe. Audra, qu'est-ce qui se passe, bordel, a-t-il crié, sa voix un mélange de confusion et de colère alors qu'il me suivait. Je l'ai ignoré. Ma mission était singulière. J'ai foncé dans notre chambre, ma chambre, et j'ai ouvert grand les portes du placard. J'ai arraché ses vêtements des cintres, brassé après brassé, sans me soucier qu'ils tombent par terre. T-shirt, jean, pull, le costume cher qu'il était censé porter à notre mariage. J'ai traîné la montagne de tissu à travers la maison et je l'ai jeté en tas sur les jeux vidéo. Je suis retourné chercher ses chaussures, ses articles de toilette, ses stupides et les clubs de golf. Quand j'ai eu fini, je me tenais sur le porche, respirant lourdement, entouré des débris de notre vie commune. Il se tenait sur la pelouse, me fixant, son visage un masque d'incrédulité. Je sais, ai-je finalement crié, ma voix rauque et déchirée. Je sais pour toi et Karen. La couleur s'est drainée de son visage. Il ressemblait à un animal acculé, ses yeux écarquillés de panique. Complètement, totalement coupable. Il a ouvert la bouche, mais seul un son pathétique et gargouillant est sorti. N'ose pas, ai-je craché en pointant un doigt tremblant vers lui. N'ose pas me dire un seul mot. N'essaie pas de mentir. N'essaie pas d'expliquer. Il n'y a rien à expliquer. Je veux que tu sortes de ma maison maintenant. Ramasse tes affaires et pars. Si je revois ton visage près de moi, près de ma maison, près de mon travail, j'appellerai la police. Je te jure, Sterling, j'obtiendrai une ordonnance restrictive. Ramasse tes saletés sur ma pelouse et sors de ma vie. Il est resté là, sans voix, pendant que je me retournais, rentrais à l'intérieur et lui claquais la porte au nez. J'ai tourné le pêne dormant, le clic résonnant dans le silence soudain. Je me suis appuyé contre la porte, tout mon corps tremblant. La rage avait été un bouclier. Et maintenant qu'elle était partie, j'étais juste exposé. À vif. J'ai glissé le long de la porte jusqu'à ce que je sois effondré sur le sol de ma maison silencieuse et vide, et j'ai finalement laissé échapper le premier d'un millier de sanglots brisés. Après que la tempête de rage soit passée, après que Sterling ait timidement ramassé son tas d'affaires sur ma pelouse et disparu de ma vie, une autre sorte de douleur a commencé à s'infiltrer dans les fissures de mon cœur brisé. La trahison de Sterling était une blessure vive et brutale, une coupure nette. Mais la trahison de ma mère, c'était une infection lente et insidieuse, empoisonnant tout ce qu'elle touchait. J'ai passé les jours suivants dans un brouillard surréaliste. Ma maison, autrefois un havre de paix, ressemblait à un musée caverneux et résonnant d'une vie morte. Chaque objet était une mine de souvenirs. La tasse à café avec le stupide chien de dessin animé dessus que Sterling utilisait chaque matin, était près de l'évier, un rappel brutal d'un millier de petits déjeuners ordinaires que nous ne partagerions plus jamais. La photo encadrée de moi et Karen, riant les bras l'une autour de l'autre lors de vacances à la plage des années auparavant, était sur la cheminée. Le deuxième jour, je ne pouvais plus supporter de regarder son visage souriant et traître. Je l'ai enlevé, mes doigts tremblants, et je l'ai enterré au fond d'un coffre de rangement, face contre terre. La tâche logistique de démanteler notre avenir était une forme de torture particulière. J'ai dû appeler les prestataires pour le mariage, un par un. Ma voix était monotone, un robot récitant un script que j'avais mémorisé. Bonjour, c'est Audra. J'appelle pour annuler le mariage prévu pour le 12 octobre. Oui, le mariage d'Audra et Sterling. Oui, je comprends que la compte n'est pas remboursable. La fleuriste était une gentille femme âgée qui semblait sincèrement avoir le cœur brisé pour moi. Le DJ était un type m'as-tu vu qui a essayé de voir s'il pouvait me faire réserver à nouveau pour un événement futur. Le traiteur était purement professionnel. Chaque appel était une nouvelle vague d'humiliation,
une annonce publique de mon échec privé. J'avais l'impression de présider aux funérailles de la vie que j'étais censé avoir. J'ai même dû appeler un avocat que mon père m'a recommandé juste pour poser quelques questions de base sur la maison et si je pouvais récupérer une partie des acomptes plus importants. La conversation était clinique et froide. Une autre couche de laideur sur une situation déjà hideuse. Mais à travers tout cela, la personne à qui je ne pouvais pas m'empêcher de penser, la personne dont la trahison enfonçait le couteau le plus profondément, était ma mère. Mes nuits sans sommeil étaient passées à rejouer des conversations des derniers mois, à chercher les indices que j'avais manqués. Et maintenant, avec l'horrible clarté du recul, ils étaient partout. Je me suis souvenu d'un déjeuner que nous avions eu un mois plus tôt. Je m'extasiais sur la perfection de tout, sur la chance que j'avais d'avoir Karen comme demoiselle d'honneur. Elle a été tellement incroyable, maman. Je ne sais pas ce que je ferais sans elle. Je me suis souvenu de la façon dont le sourire de ma mère était devenu tendu, forcé. La façon dont elle avait rapidement changé de sujet pour parler des arrangements floraux. Je me suis souvenu de son tressaillement, un mouvement minuscule, presque imperceptible, lorsque j'ai plaisanté en disant que Sterling aimait sa cuisine plus que la mienne. Tout était là, une constellation de petits mensonges et d'évasions qui formaient maintenant une image écœurante. Elle savait. Elle savait quand elle m'a aidé à adresser les lourdes invitations de mariage couleur crème, son écriture élégante sur les enveloppes qui scellaient mon destin. Elle savait quand elle est venue avec moi pour mon dernier essayage de robe, me disant que j'étais magnifique tout en sachant que l'homme pour qui je la portais couchait avec son autre fille. Elle m'a regardé planifier un avenir bâti sur un tissu de mensonges, et elle a laissé faire. Cette pensée me rendait physiquement malade. Comment avait-elle pu? Ne cessais-je de me demander, fixant le plafond dans le noir. Comment avait-elle pu me regarder marcher si joyeusement vers une falaise sans dire un seul mot? Karen était sa fille. Oui, mais n'étais-je pas sa fille aussi? Après 3 jours de silence quasi total, je savais que je devais lui parler. Je ne pouvais pas laisser cela s'envenimer. J'ai trouvé son contact dans mon téléphone. Maman. Mon pouce a plané sur le bouton d'appel pendant un long moment. Finalement, j'ai appuyé. Elle a répondu à la première sonnerie, sa voix tendue d'une anxiété qui ressemblait plus à de la culpabilité. Audra. Oh, ma chérie. Je me suis fait un sang d'encre pour toi. Ah oui, ai-je demandé. Ma voix était plate, vidée. Tu as eu des semaines pour t'inquiéter, maman. Des semaines pour dire quelque chose. Tu aurais pu m'épargner tout ça. Il y eut une brusque inspiration. Audra, tu dois comprendre. Karen est venue me voir. Elle était anéantie. Elle m'a supplié de ne rien dire. Je ne savais pas quoi faire. J'essayais de maintenir la paix. De maintenir cette famille unie. Maintenir la paix. J'ai laissé échapper un rire, mais c'était un son brisé et sans humour. La paix de qui gardais-tu, maman? Ce n'était certainement pas la mienne. Tu m'as laissé continuer à planifier un mariage bidon, à dépenser une petite fortune, à rêver d'un avenir qui était une blague complète. Tu n'as pas maintenu la famille unie. Tu as choisi son camp. Il ne s'agit pas de camp. C'est plus compliqué que ça. Si, ça l'est. Les jeux coupés. Une étincelle de mon ancien feu revenant. Quand il s'agit de quelque chose comme ça, il s'agit toujours de camp. Et tu as fait ton choix. Je voulais juste que tu saches que je sais. Et je ne pense pas pouvoir te parler en ce moment. Peut-être pas avant très longtemps. Je n'ai pas attendu qu'elle balbutie une autre excuse. J'ai mis fin à l'appel et j'ai jeté le téléphone sur le canapé à côté de moi comme s'il était contaminé. Le silence qui s'est précipité en retour était plus profond qu'avant. J'avais perdu mon fiancé. J'avais perdu ma sœur. Et maintenant, d'une manière qui semblait encore plus fondamentale, j'avais perdu ma mère. Les 3 piliers de mon monde s'étaient effondrés en poussière en quelques jours. J'étais une île, et la marée montait. Pendant environ une semaine, j'ai dérivé. J'étais un fantôme dans ma propre maison, hantant les pièces qui étaient autrefois remplies de vie et de rire. Le chagrin était une présence physique, une lourde couverture qui m'étouffait, rendant difficile de respirer, de penser, de faire autre chose que d'exister. Je me réveillais, fixais le motif de la lumière du soleil sur le plafond, puis je me traînais jusqu'au canapé pour fixer le mur. J'ai perdu du poids. Des cernes sombres se sont formées sous mes yeux. Je disparaissais.
Mais sous la couverture étouffante du chagrin, une petite braise a commencé à rougeoyer. C'était la rage que j'avais ressentie le premier jour, mais elle s'était transformée. Ce n'était pas le feu de forêt chaud et explosif qui avait envoyé les affaires de Sterling voler sur la pelouse. C'était différent. C'était un feu froid, silencieux et patient. C'était la lente combustion de la haine, et elle était entièrement concentrée sur une seule personne. Karen. Sterling était un lâche et un tricheur. Ce qu'il a fait était méprisable, mais d'une manière triste et laide. C'était une histoire familière. Les hommes trompent. C'est un trope aussi vieux que le monde. Mais votre sœur, votre propre sang, la personne qui a partagé votre enfance, vos secrets, votre ADN, la seule personne au monde qui est censée être votre allié indéfectible. C'était une autre catégorie de trahison. C'était une violation d'un pacte sacré et tacite. C'était impardonnable. J'ai commencé à réaliser que mon chagrin était improductif. Pleurer n'allait rien arranger. Crier dans un oreiller n'allait pas annuler les dégâts. Je devais agir. La pensée m'est venue lentement, se cristallisant au cours de plusieurs nuits sans sommeil. Je voulais lui faire du mal. Pas avec mes poings, pas avec des cris. Je voulais infliger une blessure chirurgicale précise. Je voulais prendre quelque chose qu'elle aimait, quelque chose qui était précieux et significatif pour elle, et je voulais le profaner juste devant elle. Je voulais qu'elle ressente une fraction de la violation profonde de l'âme que je ressentais chaque seconde de chaque jour. Et puis, au milieu de la nuit, l'idée m'est venue. L'arme parfaite, la cible parfaite, son jardin. Il y a quelques années, le Golden Retriever bien-aimé de Karen, Buddy, est décédé d'un cancer. Elle était anéantie. Buddy avait été son ombre pendant 15 ans, depuis qu'elle était adolescente. Il était son compagnon constant. Pour faire face à son chagrin écrasant, elle avait investi tout son temps, son argent et son énergie dans la création d'un jardin commémoratif pour lui dans son jardin arrière. Ce n'était pas juste une collection de plantes. C'était un sanctuaire. Elle y avait dépensé une fortune, une bonne partie d'un héritage qu'elle avait reçu de sa grand-mère. Il y avait des roses rares David Austin primées qu'elle avait fait importer d'Angleterre. Il y avait des pierres de guet peintes à la main avec le nom et les empreintes de pattes de Buddy. Au centre, il y avait une petite statue de bronze de bon goût d'un chien endormi. Elle s'occupait de ce jardin avec une dévotion religieuse. C'était son sanctuaire, son lieu de bonheur. C'était la seule chose dans sa vie chaotique qu'elle avait jamais vraiment créée et entretenue elle-même. C'était son cœur traduit en pétales, en feuilles et en terre. Et j'allais saler la terre. La décision s'est installée dans mon cœur, non pas avec un sentiment de joie, mais avec une certitude froide, dure et juste. C'était comme la justice. C'était biblique. Œil pour œil. Un jardin pour un avenir. Elle avait piétiné le sol sacré de ma relation, de ma maison, de ma confiance. J'allais piétiner le sien. Je me suis levé du canapé, je suis allé dans la salle de bain et je me suis regardé dans le miroir. J'avais l'air d'un spectre. J'ai pris une douche. J'ai mis des vêtements propres. Je me suis brossé les cheveux. Je me sentais comme un soldat se préparant au combat. Alors que je prenais la route familière vers sa maison, mon esprit était d'un calme déconcertant. J'ai pensé à toutes les années où elle avait été ma gardienne de secret, à toutes les vulnérabilités que je lui avais montrées. Elle avait pris cette connaissance intime de moi, de mon cœur, et elle l'avait utilisée pour guider le couteau de Sterling droit dans mon dos. Quelques fleurs écrasées semblaient un prix pathétiquement petit à payer pour elle. Au moment où j'ai garé ma voiture devant son trottoir, je n'étais plus une victime. J'étais le châtiment. J'ai remonté l'allée soigneusement pavée jusqu'à la porte d'entrée de Karen. Mes pas étaient stables, ma posture droite. Mon cœur battait la chamade contre mes côtes comme un oiseau piégé. Mais à l'extérieur, je projetais un calme glacial. Elle ne savait pas que je savais. C'était mon avantage. Dans son esprit, ce n'était que sa petite sœur, l'heureuse future mariée, qui passait un après-midi au hasard. L'effet de surprise était la seule arme que j'avais, et j'avais l'intention de l'utiliser. J'ai frappé 2 fois, un coup sec et décidé. Un instant plus tard, la porte s'est ouverte, et elle était là. Ma sœur, la traîtresse. Elle a souri en me voyant, un sourire éclatant et cassant qui n'atteignait pas ses yeux. Maintenant que je connaissais la vérité, je pouvais voir le scintillement de panique, la culpabilité qui nageait comme une ombre profonde derrière ses pupilles. Audra.
Salut, quelle surprise. Qu'est-ce que tu fais ici, a-t-elle gazouillé, sa voix un peu trop aiguë, un peu trop joyeuse. J'étais juste dans le quartier, dis-je, ma propre voix un mensonge lisse et froid. J'ai offert un petit sourire poli qui ressemblait à un masque. J'ai pensé passer te dire bonjour. Je peux entrer? Bien sûr. Bien sûr. Entre. Elle s'est écartée, ses mouvements saccadés et contre nature. Elle m'a laissé entrer dans la maison qu'elle avait probablement souillée avec mon fiancé. La pensée a envoyé un frisson de glace dans mes veines, mais j'ai gardé mon visage un masque placide et indéchiffrable. Nous sommes restés maladroitement dans son salon pendant un moment. Il était impeccablement propre, comme toujours. Elle m'a demandé si je voulais boire quelque chose, de l'eau, du thé glacé. J'ai refusé. Puis, avec un manque de conscience presque comique, elle a demandé, alors, comment avancent les derniers préparatifs du mariage? Tu commences à être nerveuse? La question était si audacieuse, si effrontée que j'ai presque éclaté de rire. Je l'ai juste regardée. J'ai laissé le silence s'étirer, la laissant suspendue dedans, la laissant se tortiller dans l'atmosphère épaisse et lourde de tout ce qu'elle pensait être encore un secret. Finalement, j'ai laissé tomber le masque. Karen, dis-je, ma voix calme, mais portant le poids d'une sentence de mort. Je sais. Le faux sourire a disparu de son visage comme s'il avait été effacé. La couleur s'est drainée de ses joues, la laissant pâle et malade. Non, a-t-elle balbutié, ses yeux parcourant la pièce comme si elle cherchait une issue de secours. Non, quoi? Je ne sais pas de quoi tu parles. Ne joue pas à l'idiote avec moi, dis-je. Ma voix basse est dangereuse. Ça ne te va vraiment pas. Je sais pour toi et Sterling. Papa m'a tout dit. Elle s'est effondrée. C'était instantané, comme si ses os s'étaient transformés en eau. Son visage s'est tordu en un masque pathétique de culpabilité, et de grosses larmes laides ont commencé à couler sur ses joues. Audra, Oh, mon Dieu. Je suis tellement désolé. J'allais te le dire. Je te le jure. C'est juste que... Je ne savais pas comment. Oh, j'en suis sûr, dis-je, ma voix dégoulinant d'un sarcasme si froid qu'il aurait pu geler le feu. Tu sembles savoir comment faire tout le reste très bien. Je n'ai pas attendu qu'elle réponde. Je me suis retourné et j'ai marché d'un pas délibéré et sans hâte vers sa porte arrière, dont les vitres offraient une vue parfaite de son précieux jardin. Elle s'est précipitée après moi, un désordre babillant et incohérent d'excuses. Audra, s'il te plaît, attends. On peut en parler. S'il te plaît, ne me déteste pas. C'est juste. C'est juste arrivé comme ça. Je me suis arrêté net sur sa terrasse en pierre immaculée. Je me suis retourné lentement pour lui faire face, la lumière du soleil scintillant dans mes cheveux. C'est juste arrivé comme ça, ai-je répété. Ma voix à peine un murmure, ce qui l'a fait tressaillir plus que si j'avais crié. Coucher avec le fiancé de ta sœur, l'homme avec qui elle est depuis l'adolescence, c'est juste arrivé comme ça. Comme trébucher sur le trottoir. C'était avant ou après que tu te sois tenu dans une boutique en pleurant sur ma beauté dans ma robe de mariée. Elle n'avait pas de réponse. Elle est restée là, son corps secoué de sanglots pathétiques. Mon regard a dérivé au-delà d'elle vers le jardin. Les roses étaient en pleine floraison, une émeute de couleurs. C'était magnifique, un petit sanctuaire parfait construit sur une fondation de saleté et de mensonges. Je suis descendu de la terrasse sur le paillis doux. Je me suis approché de son rosier cramoisi primé, celui qu'elle appelait la rose Buddy. Il était couvert de fleurs de velours parfaites. Sans la quitter des yeux de son visage horrifié et strié de larmes, j'ai tendu la main, j'ai entouré la fleur la plus parfaite de ma main, et j'ai serré. Je l'ai écrasée dans mon poing jusqu'à ce que les pétales ne soient plus qu'une pulpe meurtrie et saignante dans ma paume. Je les ai laissés tomber au sol. Un son s'est échappé de sa gorge, un hoquet étranglé, moitié cri, moitié sanglot. Je suis passé au buisson suivant, un rose pâle, et j'ai fait de même. Et au suivant. Je n'arrachais pas les plantes. Je n'étais pas enragé. Mes mouvements étaient lents, délibérés et pleins de mépris. C'était une violation. Un message. Audra, arrête. S'il te plaît. Pas mes roses. S'il te plaît, a-t-elle crié, se jetant finalement vers moi. J'ai levé la main, un geste qui l'a arrêté net. Ne me parle plus jamais, dis-je, ma voix aussi froide et morte que les fleurs à mes pieds.
Ne m'appelle pas. Ne m'envoie pas de SMS. C'est fini entre nous. Dis à maman que la même chose vaut pour elle. Vous êtes mortes pour moi toutes les deux. Je me suis retourné et je suis parti, traversant sa maison et sortant par la porte d'entrée, la laissant seule au milieu de son jardin blessé. Ses cris et ses sanglots hystériques me suivant jusqu'à ma voiture. Je n'ai pas ressenti de pitié. Je n'ai pas ressenti de culpabilité. J'ai juste ressenti le néant. Un vide immense et glacial là où se trouvait mon cœur. Les jours qui ont suivi la confrontation dans le jardin de Karen ont été d'une nouvelle sorte d'horreur. Le vide froid que j'ai ressenti en quittant sa maison s'est installé profondément dans mes os et a refusé de partir. J'avais agi. J'avais riposté. J'avais livré mon message. Mais la douleur était toujours là, une pulsation sourde et constante dans ma poitrine. Si quoi que ce soit, l'isolement semblait encore plus profond. J'avais officiellement coupé les ponts avec les 3 personnes qui avaient autrefois formé le noyau entier de mon univers. J'étais à la dérive dans un vaste océan vide. Mon appartement, autrefois mon sanctuaire, est devenu ma cellule. Le silence était une présence active, me pressant de tous côtés. J'ai essayé de créer du bruit pour le combler. J'ai allumé la télévision, mais les familles heureuses et les publicités et les sitcoms ressemblaient à une blague cruelle, une moquerie personnelle de ma propre vie brisée. Je zappais sans but, les images vives et clignotantes ne faisant rien pour pénétrer le brouillard gris dans mon esprit. J'ai essayé de lire un livre, mais je fixais la même page pendant 1 heure, les mots se brouillant en gribouillis noirs insignifiants. Mon cerveau ne pouvait tout simplement pas se concentrer. Mon corps semblait s'arrêter en même temps que mon esprit. Je vivais de café et de toast secs que j'oubliais souvent de manger, les laissant devenir froids et durs sur le comptoir de la cuisine. J'ai essayé de cuisiner un vrai repas seulement pour me retrouver debout devant un réfrigérateur ouvert, fixant de la nourriture qui semblait complètement peu appétissante avant de refermer la porte et d'abandonner. Un soir, j'ai fait un gâchis en essayant de faire de simples pâtes, les faisant déborder, puis en brûlant la sauce. J'ai fini par jeter le gâchis noirci à la poubelle et pleurer de pure frustration et d'épuisement. Le sommeil était un luxe que je ne pouvais pas me permettre. Mes nuits se passaient à me tourner et à me retourner. Mon esprit un carrousel incessant de trahison et de souvenirs laids. J'étais si incroyablement, douloureusement seul. Mon père appelait tous les jours, sa voix une bouée de sauvetage. Je prends juste de tes nouvelles. Ma chérie, est-ce que tu manges, demandait-il, sa voix lourde d'une inquiétude qu'il ne pouvait pas régler. J'appréciais cela plus que les mots ne pourraient le dire, mais nos conversations étaient guindées. Prudentes. Nous ne pouvions pas parler de la seule chose qui consumait chacune de mes pensées. Il était la seule famille qu'il me restait, et même cela semblait fragile. Une nuit, au plus profond des heures solitaires avant l'aube, je faisais défiler mon téléphone sans réfléchir, une tentative désespérée de me distraire de mes propres pensées. Je suis tombé sur un forum sur Reddit, une communauté au nom brutalement direct, suis-je le connard, où les gens postent leurs conflits personnels et des inconnus anonymes agissent en tant que juges et jurés. Cela semblait être un coin bizarre d'Internet, mais j'étais désespéré. Sur un coup de tête, mes doigts ont commencé à taper. Je n'ai pas utilisé nos vrais noms. J'ai donné à tout le monde un pseudonyme. J'ai tout déballé. Les mots sortant de moi en un torrent de chagrin et de rage. La relation de 12 ans. La sœur que je pensais être ma meilleure amie. La robe de mariée. Le silence de ma mère. Le jardin. J'ai tout écrit, chaque dernier détail laid et douloureux. C'était étrange, presque clinique, comme si j'écrivais un rapport sur un terrible accident qui était arrivé à quelqu'un d'autre. Quand j'ai eu fini, mon pouce a plané sur le bouton « Poster ». C'était insensé. Pourquoi étais-je sur le point de partager ma douleur la plus profonde et la plus humiliante avec un groupe d'étrangers? Mais la solitude était un poids physique et je me suis dit, qu'est-ce que j'ai encore à perdre? J'ai appuyé sur « Poster ». Je m'attendais à être ignoré ou pire, à être jugé. Peut-être quelques commentaires me traitant de psychopathe pour avoir ruiné les fleurs. J'ai éteint mon téléphone et je suis finalement tombé dans un sommeil agité. Je ne m'attendais pas à ce que j'ai trouvé en me réveillant. Mon téléphone avait des centaines de notifications. C'était écrasant. Mon poste avait explosé pendant la nuit. J'ai ouvert l'application avec des mains tremblantes et j'ai commencé à lire les commentaires, puis j'ai commencé à pleurer. Mais pour la première fois depuis des semaines, ce n'étaient pas des larmes de douleur. C'étaient des larmes de soulagement. PTC, pas le connard.
Pas même de loin, lisez l'un des commentaires les plus populaires. Ils ne vous ont pas seulement trahi. Ils ont essayé de vous manipuler. Quelques fleurs ne sont rien comparées à ce qu'ils ont fait. Votre mère et votre sœur sont des êtres humains détestables. Un autre écrivait, bravo à votre père d'avoir eu du cran et de vous avoir dit la vérité. Il est la seule famille que vous ayez en ce moment. Et puis il y avait un commentaire, un long conseil détaillé qui m'a fait m'arrêter et le relire 3 fois. Écoutez-moi, commençait-il. Vous devez prendre les devants sur cette histoire maintenant. Ils contrôlent l'histoire. Ils iront voir votre famille élargie, vos amis communs, et ils vont déformer la réalité. Ils pleureront et diront que vous avez surréagi, que vous êtes instable, que vous avez été cruel envers votre sœur enceinte. Ils feront de vous la méchante. Vous devez les dénoncer. Dites-le à tout le monde et dites-le en premier. Postez-le sur les réseaux sociaux. Taguez-les. Ne les laissez pas s'en tirer en vous faisant passer pour la folle. Reprenez le contrôle de votre histoire. L'idée était terrifiante. Ma douleur semblait si privée, si à vif. La pensée de la diffuser pour que ma grand-tante Suzanne et mon ancienne colocataire d'université la voient me rendait physiquement malade. Mais alors que je faisais défiler de plus en plus de commentaires faisant écho au même sentiment, un nouveau sentiment a commencé à prendre racine dans le sol aride de mon cœur. La détermination. Ces étrangers, ces gens qui ne savaient rien de moi, voyaient la situation avec une clarté crue et brutale. Ils n'étaient pas empêtrés dans des années d'histoire familiale et de loyauté compliquée. Ils voyaient une trahison simple et impardonnable. Et ils me disaient que j'avais tout à fait le droit d'être en colère. Ils me disaient que j'avais tout à fait le droit de me battre. Pour la première fois depuis ce qui semblait être une éternité, je ne me sentais pas complètement seul. Je me sentais vu. Je me sentais validé. Et j'ai commencé à réaliser qu'ils avaient raison. Karen et Sterling ne méritaient pas ma souffrance silencieuse. Ils ne méritaient pas de se cacher dans l'ombre pendant que je portais tout le poids de leurs péchés. Ils méritaient que leurs sales et les secrets soient traînés au grand jour, sous une lumière crue et impitoyable. La décision de rendre l'affaire publique a été l'une des plus difficiles et des plus effrayantes que j'ai jamais prises. C'était comme se tenir au bord d'une très haute falaise par un vent très fort. Une grande partie de moi criait de reculer, de garder mon humiliation privée, d'essayer simplement de disparaître tranquillement et de guérir sans faire de scène. Mais une partie plus grande et plus en colère de moi, une partie qui avait été nourrie par le soutien inattendu de milliers d'étrangers, savait que je ne pouvais pas faire ça. Il ne s'agissait plus seulement de vengeance. Il s'agissait de survie. Il s'agissait de reprendre le contrôle. Ils avaient pris mon avenir, ma famille et mon sentiment d'identité. Hors de question que je les laisse prendre mon histoire aussi. Je suis resté assis sur mon canapé pendant ce qui a dû être 1 heure, mon téléphone serré dans ma main, l'écran éteint. J'ai imaginé les conséquences dans ma tête, les appels téléphoniques inévitables de parents choqués, les conversations gênantes à l'épicerie, les regards apitoyés, le jugement. Mais ensuite j'ai imaginé l'alternative. J'ai imaginé Karen et Sterling blottis l'un contre l'autre, élaborant leur propre version des événements. Une version où j'étais l'instable, l'hystérique qui avait pété les plombs. Une version où leur liaison était une erreur romantique et tragique, et où j'étais l'obstacle cruel. La pensée qu'ils transforment ma douleur en une arme contre moi a fait bouillir mon sang d'une rage fraîche et brûlante. Cela a réglé la question. Il ne s'agissait pas seulement de moi. Il s'agissait de la vérité. Avec des doigts qui tremblaient légèrement, j'ai ouvert mon principal réseau social. C'était étrange, comme visiter un pays étranger où je n'étais pas allé depuis des années. Mon fil d'actualité était rempli de photos de fiançailles heureuses et d'annonces de naissance. C'était comme un autre univers. Je suis allé dans la barre de recherche et j'ai tapé le nom de Sterling. Son profil est apparu, bloqué. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai cliqué sur « Débloquer ». Puis j'ai fait de même pour Karen. C'était comme ouvrir une cage pour laisser sortir 2 serpents venimeux, mais je savais que je devais le faire pour la suite. Je suis allé sur mon propre profil et j'ai commencé une nouvelle publication. La boîte blanche vide me fixait. Comment condenser une décennie d'amour et une vie de sororité et la trahison catastrophique des deux en quelques paragraphes soignés pour la consommation publique? J'ai pris une profonde inspiration et j'ai juste commencé à taper avec le cœur, en empruntant une partie de la formulation directe et sans fioriture qu'un commentateur sur Reddit avait suggéré. À mes amis et à ma famille, certains d'entre vous ont peut-être remarqué que le mariage est annulé, ai-je commencé.
Je sens que je vous dois une explication, non pas par pitié, mais pour le bien de la vérité. Le mariage a été annulé parce que j'ai récemment découvert que mon fiancé Sterling avait une liaison avec ma sœur et ma demoiselle d'honneur, Karen. Mes doigts volaient sur l'écran, les mots se déversant de moi. Je n'ai rien retenu. J'ai écrit sur leur tromperie, sur la complicité de ma mère à la cacher, et sur la dévastation complète et totale qu'ils avaient causée dans ma vie. J'ai gardé les faits autant que possible, mais je n'ai pas essayé de cacher la douleur. Je voulais que les gens comprennent la profondeur de la trahison. Quand j'ai eu fini, je l'ai relu une dernière fois. C'était cru. C'était brutal. C'était la vérité. Puis, avant de pouvoir douter de moi-même, je suis allé les taguer. Mon doigt a plané sur le nom de Sterling, puis sur celui de Karen. Les taguer rendait la chose réelle. Cela en faisait une confrontation. Je les ai tagués tous les deux. Puis j'ai pris une dernière inspiration frissonnante. Ça y était, le point de non-retour. J'ai fermé les yeux et j'ai appuyé sur « Publier ». Le silence dans la pièce par la suite était immédiat et absolu. C'était comme si je venais d'appuyer sur le gros bouton rouge pour lancer un missile nucléaire et que j'attendais maintenant juste le champignon atomique à l'horizon. Mon cœur battait contre mes côtes si fort que je pensais qu'il pourrait les briser. Qu'est-ce que je venais de faire? Moins de 5 minutes plus tard, mon téléphone a vibré. C'était une notification. Sterling vous a bloqué. Le lâche. Il ne pouvait même pas faire face à quelques paragraphes de texte. Un sourire amer et sans joie a effleuré mes lèvres. C'était une confirmation petite et pathétique que j'avais absolument fait ce qu'il fallait. Puis j'ai fait une dernière chose. J'ai pris une capture d'écran de mon post Reddit, l'histoire originale, avec tous les détails et les milliers de commentaires les dénonçant. Je l'ai envoyé à Karen dans un seul SMS. Pas de mots, juste l'image. Qu'elle voie ce que le monde pensait de ses actions. Qu'elle voie que je n'étais pas la seule à la trouver méprisable. Qu'elle voie que je n'étais plus seul. J'ai mis mon téléphone en silencieux et je l'ai posé sur la table, écran vers le bas. Le missile était lancé. La guerre avait commencé. Maintenant, tout ce que je pouvais faire, c'était d'attendre l'explosion inévitable. Je n'ai pas eu à attendre longtemps pour l'explosion. En fait, elle est venue beaucoup plus vite et d'une direction plus inattendue que je n'aurais pu l'imaginer. Environ 1 heure après avoir fait la publication, mon téléphone a commencé à sonner. C'était un numéro non enregistré, mais l'indicatif régional était local. Mon estomac s'est noué en un nœud serré et anxieux. J'étais sûr que c'était un émissaire, une tante éloignée ou un ami de la famille appelant pour me crier dessus au nom de ma mère, pour me dire que je déchirais la famille et que je devrais avoir honte de laver notre linge sale en public. Je me suis préparé au combat et j'ai glissé pour accepter l'appel. Allô, dis-je, ma voix plus stable que je ne le sentais. Audra, ma chérie, c'est Brenda. La mère de Sterling. Mon cœur est tombé dans mes chaussettes. De toutes les personnes que je devais affronter, elle était en bas de la liste. Brenda avait toujours été merveilleuse avec moi. Au cours des 12 années où j'étais avec son fils, elle m'avait traité comme sa propre fille. Nous allions faire du shopping ensemble. Nous échangions des recettes. Elle était la belle-mère dont j'avais toujours rêvé. Je me suis préparé à un sermon larmoyant, à ce qu'elle défende son fils quoi qu'il arrive. Brenda, salut, dis-je, ma voix à peine un murmure. Oh, ma chérie, dit-elle. Et à ma grande surprise, sa voix était épaisse d'émotion. On aurait dit qu'elle était sur le point de pleurer. Je viens de voir ta publication. Mon dégoûtant et minable d'excuses de fils vient de m'appeler, hurlant à tue-tête à ce sujet. Audra, je suis tellement désolé. Je n'avais aucune idée que cela se passait. Je l'ai élevé mieux que ça. Ce qu'il t'a fait, ce que cette fille a fait, c'est monstrueux. C'est impardonnable. Des larmes ont immédiatement piqué mes yeux, chaudes et inattendues. Entendre cette validation de sa part, à elle, était un soulagement incroyable et inattendu. C'était comme un baume apaisant sur l'une de mes nombreuses blessures à vif. Merci, Brenda, ai-je murmuré, ma voix se brisant. Ça signifie plus que tu ne peux l'imaginer. Comment vas-tu, a-t-elle demandé, sa voix pleine d'une préoccupation maternelle sincère qui me donnait envie de sangloter. Est-ce que ça va? As-tu besoin de quelque chose? Je ne sais pas ce que je suis, ai-je admis honnêtement. Je suis complètement anéanti.
Il y eut une pause sur la ligne, et quand elle a repris la parole, son ton avait changé. Il était hésitant, lourd d'une appréhension que je pouvais sentir à travers le téléphone. Audra, ma chérie, il y a autre chose. Quand Sterling m'a appelé, il essayait de me faire être moins en colère contre ta sœur. Il m'a dit quelque chose et... Oh mon Dieu, je ne sais même pas comment te dire ça. Une nouvelle sorte de terreur froide m'a envahi, encore plus froide et plus profonde qu'avant. Qu'est-ce que c'est, Brenda? Qu'est-ce qu'il t'a dit? S'il te plaît, dis-le-moi. Elle prit une inspiration tremblante et je pouvais l'entendre essayer de se ressaisir. Il m'a dit. Il essayait de justifier les choses. Il m'a demandé comment je pouvais être si en colère contre une femme enceinte. Le téléphone semblait glissant et lourd dans ma main. La pièce a commencé à basculer sur son axe. Enceinte? J'ai répété le mot. Il semblait étranger dans ma bouche, comme un mot d'une autre langue. C'était juste un son dépourvu de sens. Ça ne pouvait pas être réel. C'était trop cruel, trop. Oui, dit Brenda, sa voix à peine un murmure maintenant, comme si elle savait qu'elle portait le coup de grâce final. Ta sœur, Karen, elle est enceinte, Audra. Elle est enceinte du bébé de Sterling. Je ne me souviens pas avoir dit au revoir ou raccroché le téléphone. Je pense qu'il a juste glissé de mes doigts inertes et a cliqueté sur le parquet. J'ai glissé le long du mur contre lequel je m'appuyais. Mes jambes se dérobant sous moi comme si les ficelles qui me tenaient debout avaient été coupées. Enceinte. Le mot résonnait dans la pièce silencieuse, le coup de grâce pour la moindre parcelle d'espoir que j'aurais pu garder sans le savoir. Ce n'était pas juste une erreur. Ce n'était pas un égarement d'un soir d'ivresse. C'était ça. Un bébé. Un symbole permanent, vivant et respirant de leur trahison. Une nièce ou un neveu qui serait pour toujours un rappel ambulant de la façon dont toute ma vie m'avait été volée. La pensée était si monstrueuse, si insupportable qu'un son s'est arraché de ma gorge. Un hurlement animal, brut, d'agonie pure et absolue. Il n'avait pas seulement détruit mon passé et mon présent. Il venait de réduire mon avenir en cendres et de saler la terre.